Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous allez bien ce soir. On va bientôt commencer la conférence. Donc, je suis Gracia Ngola, chargée de prévention et promotion de la santé au sein du service de santé des étudiants de l'Université Paris-Saclay. Donc, un grand merci à vous pour votre présence à cet événement ce soir, organisé par l'Université Paris-Saclay et le service de santé des étudiants. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'Université Paris-Saclay est un établissement très engagé à agir pour la santé, l'éducation et la prévention, tout cela en vue de favoriser le bien-être de ses étudiants et des personnels. Donc ainsi, chaque mois, l'université sensibilise étudiants et personnels sur des thématiques de santé clairement définies par une équipe pluridisciplinaire de prévention santé pour permettre à chacun d'avoir des outils concrets pour comprendre, agir et faire des choix éclairés pour sa santé. Donc ce mois-ci, en ce mois de mars, on a souhaité revenir sur une notion fondamentale de santé, qui est le bien-être, donc sur son importance dans la vie de tous les jours en tant qu'étudiant et personnel, sur sa définition, donc qu'est-ce que c'est que d'être bien et qu'est-ce qui nous empêche d'aller bien. Donc du coup, ce soir, comme vous l'avez bien compris, vous avez pu le voir, on a la joie d'accueillir et de recevoir deux invités d'honneur qui ont fait du bien-être leur priorité. Donc on aura le docteur Alexandra Dalu qui animera une partie de la conférence qui sera intitulée « Les idées reçues sur la santé pour rester en pleine forme au quotidien » et qui prendra à la fin un temps pour répondre à toutes vos questions. Et on recevra également le chef Thierry Marx qui prendra un temps pour nous apporter son témoignage personnel. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer par accueillir le chef Thierry Marx qui va se présenter et lancer cette conférence. Et puis pour ma part, je vous souhaite à tous de passer un agréable moment et on se retrouve tout à l'heure. J'adore, je vais jouer au prof. C'est bizarre d'être là. Donc on attend le docteur Alexandra Dalu, parce que c'est elle qui aurait dû prendre la parole en premier. Moi, je ne suis pas docteur. Je suis un casseroleur, comme on dit. Je suis un cuisinier de base. Et avec le docteur Alexandra Dalu, on a fait un livre sur santé dans l'assiette. Ça nous paraissait important de le faire. Alors, il se trouve que je suis de temps en temps à Paris-Saclay parce qu'on a une chaire universitaire sur l'alimentation du futur. Donc, je vais essayer de meubler un peu. Alors, je vais dérouler et puis vous allez me poser des questions sur ce qu'on a trouvé sur l'alimentation et sur la santé. Alors, mon parcours, moi, il est très simple. Je viens de l'artisanat, je viens des métiers de bouche, d'abord la pâtisserie, ensuite la cuisine. Et puis, il y a quelques années, je me suis intéressé à l'alimentation. Parce que la gastronomie, c'est bien, mais c'est finalement une toute petite planète de l'alimentation. Et je me suis aperçu, évidemment, en ouvrant un certain nombre d'écoles dans nos quartiers dits politiques de la ville, d'écoles d'insertion et d'inclusion, bien que finalement, dans ces quartiers, y compris en ruralité, on mangeait assez mal et que finalement, on voyait des dérapages sur la santé qui étaient extrêmement forts. Donc, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire en tant qu'artisan, de revenir à ce qui était l'essentiel même de la cuisine. Si on reprend l'Antiquité grecque, la cuisine, c'est plaisir, bien-être, santé. D'ailleurs, on remarque que quand on place la santé avant le plaisir, finalement, le régime, il ne dure pas longtemps. Donc, il a fallu travailler sur cet axe-là et dire comment on peut faire pour reprendre cette notion de la cuisine. Si on ne cuisine pas, finalement, on ne peut pas protéger sa santé. C'est le constat qu'on a fait avec le docteur Dalu. On a aujourd'hui en France quelque chose qui est assez terrifiant. On a une fracture sociale que l'on connaît tous, hélas, et on a une alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour des gens qui ont un reste à vivre suffisant et une connaissance sur ce qu'ils vont manger, et puis des personnes qui ont un reste à vivre insuffisant et qui vont plutôt aller vers des produits ultra transformés. Donc, si on ne travaille pas là-dessus, ça devient très compliqué. Ce que nous croyons juste aujourd'hui, c'est faire un petit peu ce qu'on fait là, mais encore pour des publics beaucoup plus jeunes, c'est de ramener le cours de cuisine à l'école. Pourquoi ? Parce que ça nous permettra, dans 20 ans, au lieu d'avoir des consommateurs et de continuer à avoir des consommateurs et des surconsommateurs, de nouveau avoir des mangeurs. Pourquoi je mange ? Manger, c'est se restaurer, etc. Donc aujourd'hui, on travaille, quand on le peut, avec des publics très jeunes pour
refaire la cuisine de façon très rapide. Alors, pourquoi on a créé ce livre, on a écrit ce livre avec le docteur Dalu? C'est parce que, comme vous et moi, on a vécu la période Covid. Et on ne savait pas quoi faire dans cette période Covid. Le train de l'économie était à l'arrêt, on était tous Netflixés dans nos canapés, et finalement, on ne savait pas quoi manger, et on ne savait pas quoi faire. Donc on s'est dit, c'est le moment de réfléchir. Donc on s'appelait tous les matins, et on faisait ce qu'on appelait 3 x 10. 10 minutes de réveil musculaire, 10 minutes pour savoir ce qu'on allait manger, et 10 minutes pour écrire quelque chose dans nos business qui ne concernait pas cette situation empirique qui était la situation du Covid. Et finalement, on a eu l'idée de ce livre et de regarder toutes les problématiques liées à l'alimentation. Alors je pourrais dire que manger mieux, c'est bien, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, s'il n'y a pas un travail sur la sédentarité, on n'améliorera pas son alimentation, donc sa santé. Donc il y a tout un travail qui était une évidence pour le docteur Dalu, que moi je ne percevais pas. Par exemple, je disais, je veux perdre du poids. C'est très bien, il faudrait peut-être que tu commences à mieux dormir. Je ne voyais pas le rapport. Vous voyez, donc on a travaillé sur l'ensemble de choses, et moi, en tant qu'artisan, je me suis dit, on va commencer par savoir se faire à manger le plus vite possible. C'est vrai qu'on est pris par notre quotidien, et à chaque fois que vous interrogez un étudiant, une maman, un papa, il vous dit, non mais moi je n'ai pas le temps. Or qu'en gros, pour faire un plat de partage, simplement un plat du quotidien, un plat familial, il vous faudra en gros 25 minutes. Si vous comparez le temps que vous mettez, le temps que vous regardez votre téléphone ou vous utilisez votre téléphone portable, votre iPhone ou au smartphone, pardon, et le temps que vous pourriez consacrer à la cuisine, vous dites, j'ai quand même un peu de temps de faire la cuisine. Donc on a ramené l'idée de s'imposer, de se refaire à manger. Et immédiatement, les courbes de poids se sont améliorées. On s'est dit, tiens, c'est bizarre, je mange mieux, je mange moins finalement, parce que je mange mieux. Donc ça veut dire qu'il fallait aller plus loin. Et donc il y a 20 ans, alors je remonte très loin, je me suis dit, c'est quoi un bon produit? Pour vous, c'est quoi un bon produit? Alors j'entends des yeux qui me regardent, et pour donner la bonne réponse, je vais dire, il est bio. Alors, ce n'est pas tout à fait juste. Bien élaboré, ça ne suffira pas. Donc, c'est quoi un bon produit? Mais des bons nutriments pour qui? Alors, je vais vous faciliter la tâche. Donc, avec le professeur Veil et le docteur Schmitt, on s'est mis à regarder ce qu'était un bon produit. Son impact social, comment on allait acheter ce produit et comment on allait rémunérer l'agriculteur, qui lui, en échange de quoi, allait améliorer la qualité de ses sols, améliorer le bien-être animal, et en fonction de ça, on aurait peut-être un bon produit. Et puis, la chaîne s'est accouplée, finalement, bon produit égale impact social fort, un travail avec l'agriculteur sur la qualité des sols et des intrants qu'il ne devait plus y avoir dans ces sols, et bien-être animal. Et là, enfin, on arrive à impact social, impact environnemental et impact nutritionnel. C'est ça un bon produit. Si vous mangez des produits qui arrivent de sols qui sont déjà malades par des intrants chimiques, si vous mangez des animaux qui sont déjà malades par rapport à ce qu'ils ont mangé, forcément, dans la chaîne alimentaire, vous souffrez de ça. Donc on s'est dit, on va déjà aussi regarder d'où vient le produit, qu'est-ce que c'est qu'un bon produit et comment je peux définir qu'un bon produit serait un bon produit pour tous. Un œuf de qualité, qu'est-ce que c'est? C'est moins de 20 centimes et pourtant c'est un œuf de qualité s'il est sourcé par exemple dans une gamme qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Je ne veux pas faire ici la présentation de Bleu Blanc Cœur, mais c'était une démarche agricole qui était extrêmement intéressante. Et ensuite, se dire il faut qu'il soit bon pour tous. Je dois trouver ce produit en supermarché, en hypermarché, et je dois trouver le produit dans une épicerie de luxe, pourquoi pas. Bon pour tous, c'était ça. Et là, quand on commence à transformer des bons produits, simplement, on s'aperçoit que sa courbe de poids, on se sent mieux. Il n'est pas question de se dire, je vais être, moi ce n'était pas mon cas, je n'ai pas misé sur mon physique, donc je ne pouvais pas me dire, je vais être dans les premiers défilés de mode de chez Chanel, mais je me dis, je vis mieux, je mange mieux,
je respire mieux, je suis moins sédentaire, donc c'est forcément lié à mon alimentation. Donc c'est ce que nous déployons aujourd'hui dans la petite enfance, essayer de leur faire comprendre ce que c'est que de bien manger et de choisir les produits pour que dans 10 ou 15 ans, ça redevienne des mangeurs et plus des consommateurs. Aujourd'hui, notre défaut, c'est de manger des produits qui sont ultra transformés. Et donc, c'est ultra transformé. Forcément, il y a tout un tas de produits que votre organisme ne connaît pas, donc il va les stocker. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, vous voyez, c'est ces mécanismes-là qui m'intéressaient par rapport à ce que je fais au quotidien, de travailler dans la haute gastronomie, de dire, moi, je veux des étoiles, donc j'ai un public très privilégié qui va mettre beaucoup d'argent sur ce qu'il mange. Et puis, je me suis dit, ce ne sera pas suffisant, il faut travailler aussi pour des publics qui, des fois, n'ont pas suffisamment, et il faut travailler sur un livre de cuisine qui serait pratico-pratique. Comment je mange avec 30 ou 40 euros par semaine? Bien, si on regarde, on peut. Il faut faire l'effort. Ça nécessite de faire un effort. Mais je peux préparer un certain nombre de choses avec des légumineuses, des protéines animales, en donnant un côté plus flexitarien à mon alimentation, en reprenant un peu une lutte contre la sédentarité, en reprenant un cycle de sommeil pour améliorer tout ça. Et en général, on arrive nettement et largement à améliorer son quotidien alimentaire. Alors, ce n'est pas simple, il faut faire encore une fois un effort, mais ça nous permet quand même de réguler un petit peu tout ça. Et bien évidemment, tout un travail sur les oméga 3 et sur les oméga 6. Il y a une dernière thèse qui est sortie, notamment qui est passée à Paris-Saclay avec un médecin américain des forces américaines qui expliquait que bien souvent, sur certaines victimes qui avaient été conduites au suicide, elles s'apercevaient qu'elles avaient un déficit d'oméga 3 et d'oméga 6 dans leur alimentation. Et ça les avait amenées dans une déprime comme ça. Bon, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. C'est Alexandra Dalu qui peut parler de médecine. Moi, je ne peux pas parler que de plaisir, de bien-être et de santé. Mais surtout, de se dire, reprenez le sens de la cuisine, reprenez le sens de ce qui est bon. Qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Manger mieux, manger un peu moins, certes, mais manger mieux. Et on s'aperçoit quand on choisit un bon produit qu'on est assez rapidement à satiété. Vous prenez un morceau de chocolat, on a fait des tests ici avec des scanners, vous prenez un chocolat de type industriel, vous faites une promesse à votre cerveau de lui donner du chocolat. Et on vous fait l'expérience quand vous voulez à Saclay. Hein. Vous avez du chocolat et puis il vous dit, il n'y a que ça. Oui, parce que vous commencez par le sucre et pas par le chocolat. Si vous prenez un chocolat entre 60, 70, 75, 80%, immédiatement, vous mangez votre chocolat et votre cerveau vous dit merci, j'ai ma dose. Il n'y a plus cette attractivité du sucre. Pourquoi on a travaillé sur les sucres saccharose et la problématique des sucres saccharose, c'est que quand nous avons travaillé à Paris-Saclay pour l'alimentation de Thomas Pesquet, a un cahier des charges de son alimentation. Il y a 2 types d'alimentation pour un astronaute. Il y a son alimentation du quotidien, qui est plutôt des lyophilisés, des choses comme ça, qui vont lui permettre de garder une masse musculaire. Mais pour ne pas déprimer, il a besoin de ce qu'on appelle une comfort food. Donc, il faut lui donner des plats qui lui rappellent la maman, le papa, la vie familiale. Donc, Thomas Pesquet avait choisi 3 plats. Avec l'un était une langue de veau lucullus. Donc, c'est un plat, en gros, du XVIIIe siècle à base de truffes, c'est très très bon. Après, il avait choisi une poularde au vin jaune et au mori, et il avait choisi un pain d'épices aux pommes rôties, ou une tarte tatin. Mais avec un cahier des charges, pour nous, extrêmement dur. C'est-à-dire que Thomas ne peut pas prendre de poids dans l'espace. Donc, il ne voulait pas de sucre saccharose. C'est intéressant de se dire, pour ne pas prendre de poids, je ne veux pas avoir de sucre saccharose. Donc, il a fallu trouver d'autres sucres avec des indices glycémiques beaucoup moins forts. Donc, on a commencé à travailler sur des sucres de dattes, sur des sucres de figues, sur des fructoses, etc., etc. Donc, on a équilibré les plats de Thomas Pesquet comme ça. Et puis, on avait besoin de concentrer des saveurs. Donc, ce que vous avez à faire quand vous voulez concentrer des saveurs, vous vous dites, je vais prendre des agents qu'on connaît, qu'on ajoute dans l'alimentation industrielle, et puis ce qu'on appelle les exhausteurs de goût, et vous dites, je veux un goût de concombre, je veux un goût de pomme, sauf que Thomas, dans son cahier des charges, dit, je ne veux pas d'intrants chimiques dans mon alimentation.
Donc, à Paris-Saclay, on a fait de la cryoconcentration pour concentrer des saveurs de truffe, pour concentrer des saveurs de morille et ne pas ajouter d'intrants chimiques dans son alimentation. Donc tout ça, c'était un cheminement extrêmement intéressant, avec un cahier des charges très précis, manger mieux, manger moins, et surtout avec une problématique de l'espace. Je ne peux pas être malade avec mon alimentation, nous sommes malades avec notre alimentation, je ne peux pas gaspiller l'eau qui est utilisée dans la cabine spatiale, donc je récupère toutes les eaux et je fais très attention au filtrage de l'eau, je ne peux pas vivre dans mes déchets, et je vis en surpopulation. C'est 2050 pour nous. Nous vivons déjà dans nos déchets et nous avons un problème avec notre alimentation. Donc, vous voyez que le fait qu'à Paris-Saclay, au CEFIC, nous ayons travaillé sur ces problématiques d'alimentation nous a permis d'avoir un certain nombre de projets qu'on a pu ramener sur Terre et proposer à des personnes de regarder leur alimentation autrement en s'appuyant sur le travail que nous avions fait pour Thomas Pesquet. Et on s'est aperçu, effectivement, comme je viens de le dire, que quand vous avez un bon produit, finalement, vous en mangez mieux et vous en mangez moins. Et puis, on a pu observer aussi sur les astronautes que le cycle du sommeil avait une importance, la sédentarité, il fallait absolument faire travailler son organisme et le faire bouger pour ne pas risquer un certain nombre de pathologies. Tout ça nous a permis de regarder dans le détail comment on pouvait interagir sur l'alimentation. Et finalement, on est arrivé à un basique très simple, c'est l'apprentissage. Refaire la cuisine. Le seul moyen de protéger votre alimentation, votre santé, votre plaisir, bien-être, santé, est de considérer qu'il faut refaire la cuisine. Alors, je me suis dit, dans quel lieu je pourrais expérimenter ça? Il se trouve que dans ma partie professionnelle, j'ai plusieurs casquettes, je suis un peu comme l'hydre, comme ça. Je suis aussi éducateur spécialisé pour l'administration pénitentiaire. Et donc, je m'occupe de ce qu'on appelle des détenus DPS, qui sont enfermés, enfin privés de liberté pendant de longues années, où là aussi, il faut travailler sur l'alimentation. Univers confiné, surpopulation, problème de sédentarité, problème d'alimentation, égale pathologie. Mais quand vous êtes détenu, privé de liberté, que vous souffrez d'une pathologie lourde type diabète, type AVC, parce que vous avez fait un AVC, eh bien là, il faut travailler sur des régimes alimentaires et surtout reprendre le fait de cuisiner. Donc ça nous a permis de mettre en place un certain nombre d'essais sur le fait que quelqu'un qui était privé de liberté, si elle faisait un peu plus attention à son alimentation, d'abord la courbe de poids n'évoluait pas dans le mauvais sens, et puis surtout, il vivait mieux, dans de meilleures conditions, et avec moins de pathologies. Donc là, on a commencé un apprentissage avec la prison centrale de Poissy, où on a travaillé avec des détenus, comme on avait fait à Saint-Martin-de-Ré, sur le fait de mieux s'alimenter en détention, parce qu'en général, c'était plutôt chips. On rejetait les produits que nous fournissait l'administration pénitentiaire et finalement, on allait ce qui s'appelle cantiner des produits qui étaient très mauvais, type chips, soda et autres, qui font l'alimentation, certes une alimentation un peu réconfort, mais qui est très néfaste pour la santé. Donc on a remis ces programmes de formation à la cuisine. Alors quand je vous disais il faut 15 à 20 minutes pour faire un plat, c'est complètement vrai, et pas forcément avec beaucoup de matériel. On fait une purée de pommes de terre pour 4 personnes avec un four à micro-ondes et pourtant des pommes de terre fraîches. On fait un bouillon très qualitatif de coquillage avec une simple cafetière, etc., etc. Tout ça, on l'a mis en place, on l'a expérimenté, y compris pour des personnes qui sont des fois en grande précarité et qui n'ont pas la possibilité de cuisiner, qui cachent un petit peu sur leur lit d'hôtel un four à micro-ondes ou une cafetière, et on a pu faire manger des gens dans de bonnes conditions. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont par moments en très grande précarité et qui ne peuvent pas se nourrir correctement. Donc, à l'époque, là je parle de l'époque où j'étais au Resto du Cœur, eh bien on s'apercevait qu'on nourrissait bien les gens sur place, mais les produits qu'on donnait aux bénéficiaires, finalement, ils ne prenaient pas les produits frais parce qu'ils n'avaient pas cette capacité à les transformer. Donc on leur apprenait comme ça avec un simple four à micro-ondes, un peu d'eau, à faire une purée de pommes de terre fraîches, une soupe fraîche, etc., y compris à cuire de la viande. Donc tout ce que nous apprenons par moment à ce que nous faisons à Paris-Saclay sur la cuisson, les points de cuisson, etc., eh bien on les met à la disposition des gens qui reprennent conscience qu'il faut se faire à manger correctement. On a même créé une épicerie en ligne
qui permet d'acheter des produits pas trop chers, de se les faire livrer à un coût faible, mais avec des produits qui sont sourcés chez des agriculteurs qui font une agriculture régénérative. Voilà un petit peu mon univers. Maintenant, je vais vous laisser me poser des questions en attendant le docteur Dalu, parce que moi, je ne vais pas pouvoir vous parler de médecine, mais par contre, j'ai les constats de ce que nous faisons dans nos associations de quartier et de ruralité. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, hélas, on a un traceur qui est fort, pardon, pour des gens des fois en très grande précarité, qui est le traceur de l'obésité. Et puis on a ce fameux traceur du diabète de type 2 qui arrive de plus en plus tôt pour des personnes jeunes et qui pose évidemment un certain nombre de problèmes sérieux, de pathologies à venir, et puis de coûts sociaux. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance que la santé soit quasiment gratuite et ça a un coût social. Notre alimentation a un coût social qui est devenu beaucoup trop lourd, à mon avis, pour nos sociétés. Donc réapprendre le bon, réapprendre l'économie de la qualité et tordre le cou à cette économie du low cost qui nous a laissé croire que de rogner sur notre alimentation nous donnait du pouvoir d'achat. C'est tout le contraire, elle nous a appauvris. À vos questions. N'hésitez pas, moi je ne suis pas un professeur, hein, donc... Je vais commencer. C'est à vous. Bonjour, merci beaucoup de votre... Oui, enfin, je vous entends, comme vous êtes tout près. Moi aussi. Ouais. Avec les ingrédients, elle nous a fait comparer le prix de revient de ce cake, le prix de revient, le coût de celui qu'elle avait acheté au supermarché, plus tous les conservateurs, eux, quelque chose. Et elle nous l'a fait goûter, et franchement, il n'y avait pas... Mais vous avez, ce que vous révélez là est très intéressant. Moi, je n'ai pas connu évidemment les cours de cuisine parce que c'était assez genré. J'emploie vos mots. C'était pour les filles et nous, on avait mécanique. Nous, on avait mécanique ou électricité. Donc maintenant, on n'aurait peut-être plus le droit de faire ça. Mais là où je vous rejoins, c'est que pourquoi j'ai parlé de la petite enfance. Je crois que ça doit être le 3e ministre que je rencontre de l'Éducation nationale. Et on a eu la chance, ici, nous, d'être reçus il y a 10 ans maintenant par Sylvie Retailleau qui nous a installés ici. Mais on évoquait toujours ce que vous venez de dire. Et on disait à tous les ministres que nous avons rencontrés, laissez-nous installer des cours de cuisine. Dans un cours de cuisine, vous l'avez parfaitement dit, il y a un cours d'arithmétique, il y a un cours d'histoire-géographie, il y a un cours d'orthographe et de grammaire, il y a un cours d'éducation civique, pourquoi l'autre ne mange pas comme moi, et il y a un cours de cuisine qui fera de vous un mangeur. Et ça, c'est très important parce que ma génération, nous étions des consommateurs. Et aujourd'hui, si la planète souffre, comme nous souffrons sur notre alimentation, c'est parce qu'on est des surconsommateurs. Et pire, c'est qu'économiquement, on nous a laissé croire que la théorie du low cost, des bas prix, est une très mauvaise théorie. On disait aux personnes dans les années 70, vous renoncez à la qualité, en gros, on vous fera des petits prix. C'est la grande distribution. Et donc, on a appauvri les agriculteurs, on a appauvri l'artisanat, et surtout, on a laissé croire à des gens qu'ils avaient du pouvoir d'achat parce qu'ils mangeaient mal. Donc, je ne vous fais pas le schéma, hein, c'était toute la charcuterie industrielle des années 70, 80, fabriquée en Bretagne, etc., etc. Et aujourd'hui, quand vous prenez le livre du docteur Schmitt et du professeur Pierre Veil, qui, il y a 20 ans, écrivait « tous gros demain ». Ben oui, le phénomène de la voiture, le phénomène de la surconsommation, parce qu'elle était liée au low cost. Donc c'est important de reprendre ça en main, sinon on se dit c'est normal, c'est pas de ma faute, je vais me punir, je vais faire un régime. Non, oui, il faut faire un régime pour rechoisir des bons produits, il faut repartir dans un axe économie de la qualité, plaisir, bien-être, santé. Mais si vous ne l'apprenez pas à l'école, vous resterez toujours un consommateur. L'autre a ça, je veux ça. Et puis, dénoncer les choses. Il faut financer ces cours à l'école. Pour financer ces cours à l'école, il faut taxer les sodas.
Alors, je vous laisse poser les questions à Alexandra Dalu sur l'impact des sodas sur notre organisme. C'est détestable. C'est des phosphates, c'est détestable. Donc, à un moment donné, on a su taxer le tabac. On a su le taxer fortement. D'ailleurs, il y a une baisse de la consommation du tabac. Ben, pour les sodas, il faut faire un peu la même chose. Mais encore une fois, il faut prendre conscience que tout ça, c'est sur notre propre patrimoine. Ce n'est pas normal de se dire « je suis malade avec mon alimentation ». Il n'y a rien de normal là-dedans. Donc il faut prendre ça en conscience, et plus on le fera tôt, et de façon ludique. Il n'est pas question que ça devienne un cours punitif d'un type qui s'autoprogrammait professeur de cuisine. Ça n'aurait aucun sens. C'est de faire entrer ça dans le cycle normal. On le fait en Norvège, on le fait au Danemark, on le fait en Finlande. On comprend un petit peu mieux les produits que nous consommons, on les consomme un peu mieux, un peu moins, et puis on apprend comme ça à réguler. Paracels, je crois que c'est le XVe siècle, disait « c'est la dose qui fait le poison ». Bah, il n'avait pas tort. Mais c'est vrai, mais cette semaine du goût, elle avait du bon sens et du mauvais sens. Elle était animée par des gens qui voulaient promotionner le sucre. Alors bon, c'était juge et parti, c'est-à-dire que mangez plus de sucre et vous serez heureux. Bon, voilà, je pense qu'il faut que l'éducation de nos enfants, petits-enfants, pour faire les mangeurs de demain, rentre là-dedans pour pas qu'ils subissent leur alimentation. Moi, j'ai des enfants qui vivent aux États-Unis. Ma fille, pour ses petites filles, pour mes petites filles, elle croît toutes les allergies alimentaires, comme ça, elle est sûre que l'école ne lui en donne pas. Sinon, c'est tacos, soda, gallon de jus d'orange, etc., etc. Et évidemment, mais en même temps, la dose d'insuline est à un tel prix aux États-Unis que quelqu'un qui est diabétique ne s'achète pas sa dose d'insuline. C'est terrifiant. Je vous en prie. Vous êtes un ancien pâtissier. Oui. Donc vous avez justement cette connaissance. Moi-même, j'ai eu un CAP pâtissier, donc je sais que voilà, il y a une connaissance sur le sucre et sur les produits et sur les interactions. Oui. J'ai une question très simple. Vous dites les enfants, oui, l'éducation, je suis d'accord, etc. Il faudrait peut-être aussi éduquer les enfants à mieux faire des choses sucrées. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance, par facilité, à prendre du sucre basique, etc. Oui. Sans chercher, c'est de la chimie, la pâtisserie. Vous savez. C'est de la physique, plutôt que je pèse mes mots ici, mais voilà, c'est de la physico-chimie des produits. Ouais. Il y a des sucres différents et on n'est pas assez éduqué à diversifier. Alors, je vais vous répondre là-dessus. C'est-à-dire que quand vous faites de la pâtisserie, quand vous achetez un livre de pâtisserie, si je prends un livre de pâtisserie de Jules Gouffet, donc on est à la fin du 19e, au début du 20e, eh bien, en gros, on est à 350 grammes de sucre par litre de lait. Pourquoi ? Parce que fin du 19e, on a un lait très fermier, très gras, qui a des fois 3 ou 4 jours, et ça sent un peu fort. Mais si vous regardez un livre du milieu du XXe siècle, et puis en gros de la fin du XXe siècle, on a perdu 50% du sucre. On en utilise beaucoup moins. Le problème du sucre, il n'est pas là. Il n'est pas forcément dans la pâtisserie. D'ailleurs, on dit qu'il y a le sucre saccharose, mais je pourrais remplacer mon sucre saccharose par un sucre de date, avec un indice glycémique plus faible, travailler sur des pectines de fruits, etc., etc. Mais tout ça est encore une question de dose. Mais le danger, il n'est pas là. Il est sur le sucre et le gras dans l'ultra transformé. Notre problématique, elle n'est pas de savoir si les gens font de la pâtisserie ou de la cuisine. Ceux-là n'ont quasiment pas de problème. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est quand je regarde un produit ultra transformé, je vais prendre simplement une pizza surgelée, pourquoi il y a un taux de sucre aussi élevé, pourquoi il y a un taux de sel aussi élevé, pourquoi il y a un taux de matière grasse aussi élevé. Le taux de sucre, c'est un exhausteur de goût. Plus de sucre pas cher, moins de tomates. Donc tout ça, évidemment, quand vous n'avez pas l'éducation, c'est pour ça que j'en reviens à mon idée du mangeur. Quand vous n'avez pas cette éducation, vous dites, c'est une pizza. Bon, allez, j'en mange qu'une, c'est pas grave. Et si cette pizza vous rend malade? Comme quand vous achetez, on a beaucoup parlé des régimes. Régime de quinoa, régime crétois.
Moi, j'ai Pierre Veil qui me dit, ou le docteur Schmitt me dit, mais il aurait pu y avoir un régime de Douarnenez. Rillettes, huîtres, pâtés, pourquoi pas? Si ça vient de sols de qualité, d'animaux bien nourris, bien élevés, avec du bien-être, personne n'aurait jamais été malade. Mais par contre, quand vous prenez une charcuterie industrielle avec des animaux qui ont été élevés en batterie, avec des produits qui sont pleins d'antibiotiques, forcément, tous ces produits dans la chaîne alimentaire vont finir par vous rendre malade. Le taux de sel nitrité dans un jambon de mauvaise qualité, il est détestable. Et puis aujourd'hui, quand vous jouez avec les taux de sucre, par exemple, vous allez dire moins de sucre. On voit, c'est les industriels disent non, il n'y a plus de sucre, il y a moins de sel nitrité. Mais ils mettent autre chose, qui est des fois encore plus détestable que le taux de nitrate ou le taux de nitrite qu'il y avait dans une charcuterie. Donc c'est ces mécanismes-là. Donc dès lors que vous reprenez en main votre alimentation, donc dès lors que vous reprenez en main la cuisine, il est bien évident que vous retrouvez une vraie liberté de manger sainement et convenablement. Je vous donne un exemple, parce que je vois qu'Alexandra est arrivée. Je vous donne un exemple. 4 pommes de terre, un bouquet garni, de l'eau, une pointe de sel, un film alimentaire, vous savez, étirable, 500 watts, 7 minutes. Vous faites une première tournée, deuxième fois 500 watts, 7 minutes, vous laissez reposer. Vous épluchez vos pommes de terre, vous les écrasez, vous avez une purée merveilleuse. 14 minutes, vous avez une purée merveilleuse. Vous ajoutez un peu de beurre si vous en avez. C'est pour ça que je reviens aussi à cette idée de la cuisine des placards, pour essayer de sourcer sainement des produits, d'une agriculture saine. Pour moi, l'agriculture saine, c'est une agriculture régénérative. J'aimerais vous dire bio, mais maintenant il y a tellement de labels bio qu'on n'y comprend plus rien. On est dans une forêt des labels. Prenez simplement un bon produit, type Bleu Blanc Cœur ou autre. Je ne reviens pas sur Bleu Blanc Cœur, ils vont me dire que je fais de la pub pour Bleu Blanc Cœur. Mais prenez un bon produit, finalement vous apercevez que vous mangez mieux, vous mangez moins, parce que vous avez repris la clé de votre liberté. Et souvent je dis ça à des mamans, à des papas, je leur dis, mais vous me parlez toujours de poids, de maigrir, de ci, de ça, de bien manger, mais on n'est pas des gastronomes, mais j'ai pas le temps, et ci et ça. Je leur dis, c'est un faux problème, c'est pas vrai. Donc, quand je les remets en cuisine, et c'est là où je peux passer après la parole au docteur Dalu, je leur dis, tu sais cuire des lentilles, de l'eau, tu fais bouillir, tu mets les lentilles, tu mets un oignon, un bouquet garni si tu en as un. On est d'accord? Ouais, très bien. Puis à la fin de la cuisson de tes lentilles, tu passes ton œuf sous le robinet, tu mets un œuf dur à cuire en même temps. Allez, on va se dire 8 minutes, un œuf dur. C'est pas forcément 10 minutes. Hein. Quand on est à 80 degrés, c'est 14 minutes. Quand on est un peu plus haut, bon bref, tu mets tes œufs à cuire. On va éplucher les œufs, on va assaisonner les lentilles, on va placer les œufs sur une salade de lentilles qui vont être encore tièdes avec une cuillère à soupe de vinaigre, 3 cuillères à soupe d'huile d'arachide, de pépins de raisin, d'olive, de ce que vous voulez. Puis il restait un peu une botte de persil qu'on va concasser. Vous avez un plat de partage. Aucun médecin nutritionniste ne vous dira que vous n'avez pas fait le bon choix du plat. Il dira, je préfère que vous mangiez ça qu'une mauvaise pizza industrielle. Vous voyez, ce mécanisme de reprendre conscience que l'axe plaisir, bien-être, santé, vous aviez déjà 2 atouts majeurs par rapport à votre médecin. C'est d'avoir cette clé de votre placard qui vous permet de faire à manger. Et puis le tout, et là je clôt mon propos là-dessus, c'est de vous dire, c'est ce qu'on faisait, c'est l'expérience qu'on faisait quand on était au Restaurant du Cœur avec Véronique Colucci. Souvent on faisait des ateliers cuisine et on donnait 20 €. 20 € à différentes mamans ou papas d'ailleurs, il n'y a pas que les mamans. Et on dit 20 € et puis tu dois faire à manger pour 4 personnes, 4 ou 5 personnes. Vous aviez des mamans africaines qui connaissaient bien les produits, et les produits un peu roboratifs. Donc elles achetaient du riz concassé, elles achetaient du poisson séché, des choses comme ça. Elles avaient quasiment avec 20 € à manger pour 4 jours. Or que certains mamans ou certains papas allaient directement au dévidoir surgelé, disaient non mais je prends ça parce que ça leur plaît, ça leur plaît. Vous voyez, reprendre le sens économique des choses, ça veut dire que quand vous commencez à refaire vos courses, quand vous commencez à replanifier votre alimentation, à un moment donné, vous vous dites, ah tiens, il m'en reste un peu plus. Il me reste un peu plus d'argent. Mais tant que vous ne faites pas
tant que vous ne reprenez pas le goût de l'effort, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Et puis, et on a beaucoup travaillé là-dessus avec le docteur Dalu quand on a fait ce livre, c'est que l'idée de ce livre était née en plein confinement, c'est de dire 3 fois 10, 10 minutes de réveil musculaire, 10 minutes pour réfléchir à ce qu'on allait manger dans la journée, 10 minutes. Et 10 minutes pour penser à autre chose que ce qui nous arrivait pendant la Covid. Et finalement, regardez le nombre de gens qui ont pris du poids pendant la Covid, qui n'ont plus fait attention à rien. On s'est fait Netflixer avec des pizzas dégueulasses. Croissance d'Uber Eats pendant le Covid, 2 milliards. Croissance de Deliveroo pendant le Covid, 2,5 milliards. Avec 80% de ce que vous commandez chez Deliveroo ou chez Uber Eats est de la nourriture industrielle. Eh oui, et il faut le savoir. Donc à un moment donné, vous n'êtes pas les pigeons. Alors évidemment, quand ensuite on se retrouve avec des pathologies liées à notre déséquilibre alimentaire, on est obligé d'aller prendre conseil chez le médecin qui nous réaligne un petit peu. Mais à un moment donné, vous avez une partie des clés. Et quand on voit des jeunes gens, bah souvent je leur dis tu trouves ça bon ? Non, c'est pas terrible. Bah oui, alors pourquoi tu le manges ? On peut éviter les chips. Moi, je milite, je ne sais pas si vous êtes comme moi, pour interdire les chips dans le TGV. C'est insupportable d'avoir des gens qui mangent des chips à côté de vous. C'est un truc affreux. Je vais laisser la parole au docteur Alexandre Dalu. Je vous dis, la cuisine, pour moi, c'est plaisir, bien-être. Santé, c'est le docteur. Et il n'y a que le docteur qui peut vous donner les meilleurs conseils pour, des fois, vous remettre dans l'axe d'une meilleure cuisine ou d'une meilleure appréhension de votre alimentation. Et la gastronomie, c'est une petite planète de l'alimentation. Choisir des bons produits. Un bon produit, son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Un œuf de qualité, c'est bon pour la santé. Un œuf de batterie industrielle qui aura été mal nourri avec des poules mal nourries et qui ont mal vécu finalement d'être des poules pondeuses, fera pas un aliment de bonne qualité pour faire votre cuisine. Et c'est pas souvent plus cher. Mangez mieux, mangez moins, vous ferez des économies. Et ce ferez des économies d'aller chez le médecin, parce qu'il y en a de moins en moins quand même. Merci. C'est là, c'est le rouge. Non, ça va être juste les flèches. Merci Thierry pour cette préface. Merci à vous. Je suis ravie que vous ayez pu m'attendre. Vous savez que les médecins ils sont toujours en retard, donc je me suis dit voilà. J'ai pris taxi moto. On était à. Je lui ai dit c'est une urgence vitale. Et après à la fin, quand il m'a laissé là devant le bâtiment Eiffel, il m'a dit mais vous avez pas eu peur ? Je dis bah non en fait il était à 130. C'était très sympa. Alors. Là où je suis d'accord avec Thierry, c'est qui peut le plus, peut le moins. Il est chef étoilé et donc il vous a donné des astuces. Donc qui peut le plus, bah voilà, on peut faire de la gastronomie, mais chez soi, on peut faire des choses très très simples. Et c'est bien d'insister sur la nutrition parce que c'est un des domaines que vous pouvez maîtriser. Je pense que voilà, on vous a donné un thème sur les idées reçues. Il y a plein de choses sur Internet. Moi, j'adore Internet. Mais il y a plein de choses qui sont fausses aussi sur Internet. Et ce qu'on ne peut pas encore maîtriser, eh bien, c'est évidemment la médecine. C'est de plus en plus pointu. Et ce que vous avez sur Internet, au mieux, ce sera de la vulgarisation. Donc la nutrition, c'est bien de s'y intéresser parce que c'est quelque chose, en effet, que vous maîtrisez, parce que c'est vous qui faites vos courses. Et puis, c'est vous qui mettez quelque chose dans votre cuisine, dans vos placards, comme a dit Thierry Marx, et qui apprenez ou pas à cuisiner ou à faire comme ce qu'on dit de temps en temps, via le dessin que j'avais fait pour mes patients, de l'assemblage. Quand on ne sait pas cuisiner, on peut s'ouvrir une boîte de sardines, on peut même avoir fait un sachet de riz pour pas donner de marque, ouvrir un bocal de haricots verts et puis avoir eu une pomme et un avocat. C'est de l'assemblage.
On peut trouver ça très rapide, très bon ou pas, mais en effet, on n'est pas obligé de savoir cuisiner. D'ailleurs, moi, je ne sais pas cuisiner, c'est mon compagnon qui cuisine. Et en ayant passé la moitié de ma vie à l'hôpital, voilà, on faisait beaucoup d'assemblages et on s'en porte pas si mal, finalement. L'autre chose que vous pouvez maîtriser, eh bien, c'est le sport. Et le sport, en fait, c'est gratuit puisque vous pouvez faire du sport dans la rue. Vous pouvez vous trouver des marches d'escalier dans la rue et faire du step dans la rue. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez maîtriser. Mais en effet, ça ne se fera pas sans effort. Les patients, quand ils n'aiment pas faire du sport, eh bien, on leur dit c'est comme si vous me disiez que vous n'alliez plus prendre de douche, en fait. La question ne se pose plus. Il y a suffisamment d'études médicales et scientifiques maintenant pour vous dire qu'un corps qui reste immobile, puisqu'on n'est même plus au stade d'être sédentaire, on est immobile, voiture, transport, ascenseur, bureau, eh bien, on explique à nos patients que la meilleure des choses, c'est un tout petit peu d'exercice, parce que 5 à 10 minutes par jour vont suffire. En fait, la question, elle ne se pose pas pour les gens qui aiment faire du sport. Les gens qui aiment faire du sport, généralement, ils en font depuis toujours, ou à un moment donné, il y a eu un élan dans leur vie et ils ne peuvent plus s'en passer. Donc la question, elle se pose pour les gens qui n'aiment pas faire de sport. Donc en fait, il faut vraiment vous dire, voilà, c'est comme si votre enfant vous dit « non, je ne veux plus me brosser les dents ». Vous allez lui dire « non, ça ne va pas être possible ». Voilà, les patients qui vous disent « j'aime pas faire du sport », non, ça ne va pas être possible. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est indispensable de faire du sport. Et quand je dis faire du sport, ça peut être 2 fois une demi-heure de marche dans la journée, ça peut être même 3 fois 10 minutes de marche dans la journée. Et qui peut vous dire, on est à 80 heures par semaine de travail, nous les médecins, et donc on est à même de comprendre les gens qui nous disent « j'ai pas le temps ». En fait, si, vous devez avoir 3 fois 10 minutes de marche dans la journée et peut-être... comme l'a dit tout à l'heure Thierry Marx, du réveil musculaire. Alors, ça peut être des petits mouvements avant de prendre votre douche ou des petits mouvements de stretching avant d'aller dîner. Ça devient indispensable. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas la culture du sport par rapport à d'autres pays. Donc, ça doit devenir une habitude. Et en effet, comme Thierry Marx le disait aussi, il n'y a rien qui se fait sans effort. Alors le mot effort ne doit pas être une contrainte. Le mot effort doit être un terme qui devient positif. On parle de body positive, etc. Mais je pense que ce n'est pas toujours à bon escient. Ça doit devenir cette habitude qui vous fait du bien. Donc ça, ce sont les 2 piliers que vous pouvez maîtriser. Après, le 3e pilier que vous pouvez maîtriser, c'est l'environnement qui va ritualiser un bon sommeil, c'est-à-dire une bonne literie, une chambre aérée, la température qui correspond à un bon endormissement. Si vous êtes petit dormeur, j'y reviendrai un peu plus tard, vous couchez tard. Si vous êtes un grand dormeur, vous couchez avant minuit. C'est éviter la LED, mais là je ne vous apprends rien, je suppose, 1 heure avant, mais c'est rendu public, ces études-là, par l'Institut national de la vigilance. Mais ce que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est l'insomnie, le réveil nocturne, le syndrome des jambes sans repos, le bruxisme, qui font partie des problèmes de sommeil. Et ça, c'est pas sur Internet que ça va se gérer, c'est vraiment chez le médecin. Vous avez de la médecine du sommeil, c'est excessivement pointu. On peut découvrir des pathologies aussi qui vont entraîner des problèmes de sommeil. Donc, généralement, on aime dire qu'une patiente ou un patient, une personne qui a des problèmes de sommeil et qui perdurent depuis 1 ou 2 mois, il faut consulter. Parce que plus vous chronicisez le souci, et plus ça va être compliqué après pour pouvoir le traiter. Et généralement, on se retrouve avec des gens qui ont des benzodiazépines, donc tout ce que vous connaissez, c'est un petit peu tombé dans le domaine public, le Xanax, le Stilnox, toutes ces marques-là, qui en effet vous font dormir, mais ce n'est pas un bon sommeil, c'est un sommeil artificiel. Et on sait que ça abîme le cerveau. Et donc, il vaut mieux consulter rapidement un médecin du sommeil. On a vraiment plein de techniques pour vous faire bien dormir. Donc, je dirais que les 2 piliers, en effet, que vous pouvez maîtriser, c'est la nutrition et le sport. Après, je remercie donc
je remercie Brigitte, le docteur Cauchy, qui est votre directrice département santé, qui m'a invitée. Elle n'est pas là ce soir, mais elle écoutera en replay certainement. Et qui m'a dit, voilà, nos étudiants sont pauvres, nos étudiants sont démunis, nos étudiants sont en dépression. Bon. Alors, quand on est médecin, on ne peut pas non plus tout gérer, mais c'est vrai qu'on peut aider nos patients. L'idée reçue de se dire, tiens, je suis en dépression, alors pour faire un peu plus moderne, on va dire burn-out, on va dire déprime, pour ne pas avoir le problème en face, eh bien c'est pareil. Plus vous faites perdurer le problème, eh bien plus il va se chroniciser et plus ça va être compliqué pour vous d'avoir la sortie du tunnel. Il ne s'agit pas toujours d'avoir un traitement antidépresseur qui va jouer aussi sur l'anxiété, qui va aussi améliorer les éventuelles douleurs que vous avez et qui va aussi améliorer l'état de sommeil. Et il s'agit de consulter le plus rapidement possible, de bien s'entendre avec le médecin qui va prendre en charge votre thérapie pour pouvoir avoir justement un pragmatisme face aux problèmes. Parce que les problèmes font partie de la vie et peut-être que les médecins ont une forme de maturité puisqu'on se retrouve à l'âge de 19 ans avec des gens malades, très malades, des enfants malades. Je suis issue de Necker, donc forcément... tout de suite, on est dans une vie très, très concrète et on a peut-être une empathie qui fait qu'on peut facilement aider nos patients parce que le problème le plus important dans la vie, c'est la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène à une maturité qui peut faire relativiser les autres problèmes de la vie. Donc, je pense que c'est vraiment une idée reçue de se dire, tiens, je vais me soigner avec juste, attention, j'adore la phytothérapie, mais juste des plantes. Je vais me soigner juste en allant voir des gens qui font partie des médecines parallèles, comme nous, on aime dire. Alors, ils ne nous aiment pas trop, mais c'est pas grave, nous non plus. Et donc, voilà, ça, ce serait vraiment une idée reçue, parce que plus un problème de santé, quel qu'il soit, est pris tôt, plus on a des chances, à notre époque, je parle également en France, avec notre médecine au XXIe siècle, de guérir. Il y a plein de maladies qu'on peut guérir. Et il serait utopique de croire qu'on n'aura pas de pathologie. Il y a une petite blague qu'on fait dans l'amphithéâtre où... on a le médecin, le patient, et quand le patient arrive au cabinet ou dans le bureau à l'hôpital, on lui dit, bon voilà, quels sont vos antécédents ? Et non, j'ai rien. Et chez vos parents, il y a quelque chose ? Non, personne n'a rien. Et on creuse un peu, mais en fait, il y a du diabète, il y a des problèmes d'hypertension, il y a de l'hypercholestérolémie, il y a eu tel et tel événement. Donc en fait, il y a des choses très très graves, il y a des choses moins graves, mais il serait vraiment utopique de croire que vous n'allez rien avoir jusqu'à, si on prend l'espérance de vie en France, 85-87 ans pour la femme, un peu moins pour l'homme, dépourvu d'œstrogène, c'est une partie... c'est une des raisons, eh bien, comme me disait un de mes chefs à Necker, il faut vivre avec votre pathologie, il faut devenir copain avec votre pathologie, et c'est pour ça que la médecine est toujours là pour vous recevoir, pour pouvoir gérer ce que vous ne pouvez pas gérer à la maison. Ça évitera bien des déboires, puisque une étude médicale internationale a eu une conclusion assez intéressante, puisqu'elle est intéressante à double tranchant. Quand vous allez checker Dr Google, eh bien, Dr Google vous donne une réponse vraie dans 30% des cas, et dans 70% des cas, c'est une erreur. Alors cette erreur, elle va faire un retard de diagnostic, elle va peut-être même vous effrayer, parce que parfois il y a des gens, ils ont des symptômes, ils vont voir sur Internet, et puis ça peut être très effrayant si ce n'est pas pris dans sa globalité. Et donc cette étude, elle vous montre que tout n'est pas faux, mais dans la grande majorité des cas, c'est vraiment pas la bonne réponse qu'on va trouver sur Internet. Alors, c'est plutôt comme ça. La nouvelle médecine qu'on a actuellement, c'est une médecine des 4 P.
c'est une médecine qui est prédictive, qui est préventive et qui est personnalisée et participative. C'est pour ça que c'est intéressant. On dit souvent que notre patient, avec nous, forme une équipe. C'est-à-dire qu'en effet, à partir du moment où il n'y a pas un handicap mental qui fait qu'il y a une dépendance, eh bien, le patient va devenir actif et acteur. C'est-à-dire qu'il va faire les examens qu'on lui prescrit, il va prendre ses rendez-vous, il a compris que voilà, il allait falloir faire un petit effort positif. Donc, ce n'est pas une contrainte de mieux manger, d'avoir bien sûr de temps en temps des petits plaisirs, comme on aime à le dire, qui ne sont pas des écarts, hein, qui font partie de la vie. Hein. Tous mes patients ont un goûter avec du chocolat, s'ils aiment. Il y a du fromage. J'ai des patients qui ne mangent plus de bananes depuis 10 ans parce qu'ils ont entendu que ça faisait grossir. Donc tout ça, c'est totalement farfelu. Mais c'est vrai qu'ils sont actifs. Parce qu'on ne peut pas tout faire à notre niveau en médecine. Sorti du cabinet, sorti de l'hôpital, il y a finalement comme un jeu de rôle où le patient se souvient de ce qu'on lui a dit, où le patient va prendre son traitement et va prendre conscience de l'état, je dirais, l'état de son esprit, l'état de son corps. C'est souvent, alors j'ai autant d'hommes que de femmes en consultation, mais c'est quand même souvent la femme qui amène la santé à la maison. Et souvent, j'ai la patiente et après, j'ai son conjoint, j'ai les enfants. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on a trop dit aux hommes qu'il n'y avait pas de problème hormonal chez l'homme. J'ai des hommes qui pensent encore qu'ils n'ont pas de thyroïde, par exemple. Il n'y a que quelques glandes qui sont différentes chez les hommes et chez les femmes. Donc, ils ont aussi des problèmes hormonaux, généralement, quand on parle de nutrition, on fait une association avec le poids. Donc, un homme qui grossit, ça peut être en effet un problème hormonal et c'est très souvent le cas. Alors, l'espérance de vie, on va passer. Ça, ce sont des chiffres qui sont intéressants parce qu'ils sont très positifs. Très, très positifs. Ça montre que le Français prend conscience qu'en étant actif de sa santé, eh bien, il se fait du bien. Il y a une plus grande fréquentation des spas. Et ça, c'est intéressant. Parce que tout ce que nous, on ne pourra pas vous apporter, hein, parce que vous pouvez vous retrouver avec des médecins qui ont de l'humour ou pas, mais on n'a pas fait l'école du cirque, donc généralement, quand on vient au cabinet, c'est vraiment terre à terre, c'est concret, c'est pas forcément fun. Hein. Je suis arrivée en retard parce que j'ai fait 2 annonces de cancer. Donc évidemment, c'est 3 quarts d'heure de consulte. Donc tout ce que vous pourrez faire pour vous faire plaisir en dehors de notre monde médical, eh bien c'est très sympa et ça marche bien. Hein, se faire masser, fréquenter des centres sportifs où il y a par exemple du sauna. Il faut savoir que tout ce qui est sauna, hammam, ça provoque une détoxification via la sueur, via la peau, parce que la détox intestinale, elle est assez connue. Vous buvez plein de plantes, ça améliore le transit, donc c'est la détox via l'intestin, où tous les déchets partent dans les selles, mais vous avez aussi la détox via le sport, donc l'aération, vous respirez à l'extérieur, et puis vous avez la détox auquel on pense un peu moins souvent via la sueur. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire qui améliorent votre état de santé. Vous avez également quelque chose qui peut paraître encore un peu tabou, mais pas tant que ça quand on a les chiffres. C'est tout ce qui concerne l'image plastique, l'image de soi. Alors, comme on aime à dire, en chirurgie plastique ou en médecine esthétique, on n'est pas là pour soigner un défaut. On est là pour soigner un complexe. Un complexe peut vous faire perdre votre estime de vous-même. Un complexe peut vous pourrir la vie, un complexe peut devenir une obsession.
on a quelque chose d'assez courant, comme un enfant avec ce qu'on appelle les oreilles décollées. C'est pris en charge par la sécurité sociale. C'est pour voir tout l'impact que ça a pu avoir, parce que c'était pas un acte de chirurgie plastique qui était auparavant remboursé. Mais ça peut aller de ça à quelque chose de beaucoup plus important. Et les études médicales en neurosciences qui utilisent des IRM cérébrales qui ne sont pas les IRM que vous avez dans les centres de radiologie que vous avez en ville, eh bien, voient différentes choses dans le cerveau, ce qu'on appelle la plasticité. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que le cerveau, voilà, c'était une masse immuable, et en fait, on sait maintenant que c'est comme un muscle qui bouge, le cerveau. Et quand vous avez une bonne image de vous plastique, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous ressemblez à ce que vous voulez ressembler, c'est-à-dire que votre image, elle est concordante avec ce que vous avez dans votre tête. Par exemple, si vous avez un visage fatigué alors que vous êtes toujours énergique, ça peut être un problème. Et vous avez des gens qui vont voir un chirurgien plasticien pour avoir, par exemple, un lifting, parce que ça ne correspond plus à ce qu'ils ont dans le cerveau. Ils se sentent énergiques et ils ont un visage fatigué. Et ça, il faut comprendre aussi que ça peut arriver après des problèmes médicaux. Généralement, quand vous avez eu des maladies très graves, votre visage change, par exemple. Et puis, ça peut être aussi des problèmes, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne sont pas des défauts, mais qui sont devenus des complexes. Et dans le cerveau, quand l'image que vous avez de vous est cohérente avec votre état d'esprit, eh bien, vous avez une stimulation des hormones de la longévité, vous avez une stimulation des neurohormones de l'immunité qui vont être boostées. Donc, c'est quand même très intéressant de bien réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre le body positive, s'accepter, qui là, à l'heure actuelle, devient une contrainte. On devrait s'accepter et ne rien faire pour en changer. Et le fait d'être en cohérence, en concordance avec ce que vous voulez dégager pour vous-même et auprès des autres. Et ça, on voit que ça prend de l'ampleur. Et sans tomber, là, ce n'est pas des chiffres qui sont dans l'extrême. On sait dire non à nos patients. Eh bien, c'est intéressant d'avoir cette explication que je viens de vous donner sur la plasticité cérébrale. Donc, d'où cette petite phrase, rester beau, c'est rester jeune via les neurohormones et en bonne santé mentale également. Parce que finalement, les gens, ils veulent rester en pleine forme. C'est ça leur intérêt quand ils viennent au cabinet. 60% des consultations en France, le premier motif donc, de consultation est la fatigue physique et morale. Et généralement, quand vous êtes fatigué physiquement, vous êtes fatigué moralement, ça va de pair. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que vous avez vu, ça date de 1945. Et parce que, qu'est-ce que ça veut dire rester jeune, finalement ? Eh bien, ce poème vous décrit la curiosité, la jeunesse via l'enthousiasme. Et on sait désormais, en effet, grâce aux recherches sur le cerveau, que plus vous êtes curieux, plus il y a une stimulation cognitive, quelle qu'elle soit, pas une contrainte, encore une fois. On ne se force pas à faire quelque chose, on est plus ou moins passionné de quelque chose, mais on fait quelque chose d'intellectuel ou de physique, quelque chose qui vous rend heureux. Et là, vous avez de plus en plus de neurones dans le cerveau, vous avez de plus en plus de synapses dans le cerveau. Les synapses, c'est les connexions qu'il y a entre les neurones. Et plus vous avez de synapses, plus tout ce qui est neurohormonal, toutes les hormones de la vigilance, de la jeunesse, vont être stimulées. Et on sait que c'est quelque chose de primordial pour la longévité, la bonne longévité. Donc ça, c'était en aparté, mais pour vous dire qu'il y a des choses comme ça qui datent de super longtemps et que maintenant, ça se dose
dans le sang, dans les urines, dans la salive. Hein. C'est là où on dose les biomarqueurs, c'est là où on dose les hormones, et puis ça se voit. D'ailleurs, c'est tellement vrai que quand vous avez un patient ou une patiente qui malheureusement a eu un accident vasculaire cérébral, pour que vous puissiez comprendre, c'est le sang qui n'est pas arrivé dans une partie du cerveau. Donc cette partie du cerveau a vu tout un ensemble de neurones détruits. Vous pouvez avoir des conséquences, bien sûr, sur certaines paralysies ou des difficultés à remarcher ou à bouger de façon fluide. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 40 ans, on vous disait, voilà, c'est mort de chez mort, ça ne repoussera pas, en fait. Et en fait, ce qui ne va pas repousser, ce sont les cellules qui ont été détruites. Mais les cellules... Ah oui, il n'y a pas Gracia, il n'y a pas pour le dessin. Je voulais faire le dessin. Alors, vous avez 2 cellules, hein, vous avez tous vu des cellules, hein, il y a une membrane, voilà. Bon. Eh bien, les synapses, c'est une connexion nerveuse entre ces cellules. Eh bien, on sait que toutes les cellules qui vont être autour de la plaque d'ischémie, la plaque qui est morte, en fait, à cause de l'accident vasculaire cérébral, eh bien, elles peuvent se reconnecter via des connexions. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours travailler, alors avec, par exemple, un kiné, avec des profs de sport qui vont refaire fonctionner la partie qui a été touchée et non pas la partie qui est encore OK. Et voilà, ça aussi, c'est de la plasticité cérébrale. Et ça, c'est aussi passionnant parce que vous avez ça, par exemple, en ophtalmologie. Quand vous avez de l'amblyopie, quand vous avez des problèmes ophtalmo, vous avez la possibilité de retravailler en fait le fonctionnement de l'œil. Vous avez peut-être vu déjà des enfants à qui on met un petit œil de pirate, voilà, pour qu'ils fassent refonctionner l'œil. On peut forcer les nerfs à changer de forme, à se repositionner, à se reproduire. Évidemment, le sport a son intérêt dans la synaptogénèse, il agit directement, et la nutrition agit également directement sur la synaptogénèse. Donc vous voyez tout l'intérêt concret. Hein. Nous, les médecins, on n'est pas des agences de casting. Donc les gens, quand ils viennent, voilà, et que leur poids va pas, et que leur santé va pas, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est quelque chose de très concret, de palpable. Hein. Et là, j'essaye de vous expliquer que, en effet, bien manger, c'est pas se dire tiens, je vais rentrer dans un 36, je vais rentrer dans un 38 ou un 44 pour un homme, etc. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est vraiment que la personne puisse avoir une amélioration de sa performance physique, mentale et de son immunité pour vivre le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Il y a un autre exemple qui est très intéressant, c'est que vous avez un centre de gravité dans le bas du dos, qui est un petit centre nerveux, et avec le vieillissement, ce centre nerveux, il se détruit. Et c'est parfois aussi pour une des raisons pour lesquelles les personnes âgées tombent. Et malheureusement, quand elles tombent, comme il y a beaucoup d'ostéoporose en France, que ce soit chez l'homme et chez la femme, par manque de sport également, parce que le muscle protège l'os, donc voilà, encore un exemple, eh bien ça peut repousser, ça peut être conservé, ce système, qui est un système de gravité qui vous repositionne, hein, eh bien avec le sport. Donc encore une fois, c'est quand même intéressant de se dire, tiens, si je trébuche, en plus avec toutes les poubelles qu'il y a partout là dans Paris, voilà, si je trébuche, je vais pouvoir me remettre tout de suite en place sans y penser et éviter la chute, qui pour les personnes âgée est fatale. Bon, là, ça va, on a une marge. La gériatrie en sciences, c'est 75 ans. Mais bon, il paraît que ça arrive vite. Ça, je vais passer. Vous, en tant qu'étudiant, vous avez besoin, mais on en a tous besoin finalement, mais c'est peut-être un vrai sujet chez vous, la mémoire, la concentration. Il faut penser aussi, un peu comme l'histoire du sommeil, si ça perdure depuis 1 mois ou 2, vous avez des maladies très fréquentes, comme l'hypothyroïdie, qui peut expliquer chez l'homme ou chez la femme un problème de fonction cognitive. C'est-à-dire que juste un petit problème hormonal peut vous faire perdre votre mémoire, votre concentration.
Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser... il faut pouvoir consulter. Il ne faut pas se dire, tiens, ça va se régler tout seul. Voilà. Hein. Donnez-vous toujours ce 2-3 mois grand max sur un problème. En médecine, il y a quelque chose de très intéressant qui s'appelle le biomarqueur. Le biomarqueur, ça fait un peu science-fiction. Il est assez connu des urgentistes, ce qui était mon premier travail que j'ai fait pendant 11 ans à l'hôpital. C'est en fait, vous arrivez avec un problème. En fonction de ce problème, eh bien, on va faire une prise de sang et la prise de sang va nous annoncer si vous êtes en train de faire tel ou tel problème. Si c'est par exemple, si vous êtes en train de faire un problème de crise cardiaque, d'embolie pulmonaire, de problèmes de fonction rénale. Ça, c'est vraiment des choses très pratiques et on va avoir la réponse en quelques heures. Maintenant, vous avez des biomarqueurs qui sont encore autre chose que la génétique, qui vont prédire les maladies qui sont en train de se former dans votre corps. Alors encore une fois, on peut se dire, tiens, je préfère pas savoir, mais voilà, les gens qui arrivent une fois qu'ils sont au cabinet, nous on agit. S'ils préféraient pas savoir, ils viennent pas. Donc je vais parler de ceux qui viennent. Eh bien, on va faire des dosages de ces biomarqueurs et on va pouvoir leur dire, attention, votre HDL, il est bas. Donc il va falloir que je vous dose la lipoprotéine A. Et en effet, si la lipoprotéine A elle est élevée, je vais vous envoyer chez le cardiologue pour faire des tests bien précis, comme l'écho Doppler des troncs supraortiques et des membranes, pour voir s'il n'y a pas de plaque d'athérome. Et toutes les semaines, on sauve des vies en voyant des plaques d'athérome plus ou moins importantes et on va agir dessus. Donc en fait, en dosant certaines choses, on va pouvoir vous dire va falloir faire autre chose pour pouvoir agir le plus vite possible. Par exemple, l'indice de HOMA, c'est un indice qui vous prédit un futur diabète de type 2. Voilà. Il y a d'autres tests, mais celui-là est très pratique. Alors que vous n'êtes pas diabétique. Vous allez avoir un HOMA important. L'homocystéinémie, c'est aussi un test d'inflammation cardiaque qui peut vous prédire, s'il est très élevé, que vous allez programmer un problème type AVC, infarctus du myocarde, crise cardiaque, alors que vous n'avez rien et que vous ne ressentez rien. Voilà, donc il y a toute une batterie comme ça. La calprotectine fécale, c'est le gold standard de l'inflammation digestive. On parle beaucoup de prébiotiques et de probiotiques. Ça, c'est très bien. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir. Les prébiotiques, ce sont toutes les fibres que vous avez dans les végétaux, donc dans les fruits et les légumes. Et ça va nourrir les probiotiques. Les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries de votre flore intestinale. Simplement, ça, vous pouvez agir dessus. Mais en dosant la calprotectine fécale, si elle est élevée, on va vous dire, voilà, il y a une inflammation dans le côlon, de haut grade ou de bas grade, et c'est vraiment une bonne indication à aller voir le gastro-entérologue et on va discuter de faire une colonoscopie, par exemple. À savoir que le cancer du côlon a quand même gagné du terrain, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, puisque la femme a raison de se battre pour avoir les mêmes droits que l'homme, mais malheureusement, la femme boit maintenant autant que l'homme et donc a rattrapé le pourcentage de cancer du côlon qui est directement lié à la consommation d'alcool. Et puis, on y pense aussi pour le cancer de l'estomac avec le tabac. Vous avez après des biomarqueurs et de la médecine génétique. Moi, j'ai vu la médecine génétique arriver, c'est vraiment notre génération. Et en France, on a beaucoup de chance, parce que la génétique, ça coûte très très cher au niveau des dosages. Et vous avez du conseil génétique qui peut être appliqué en fonction, bien entendu, du contexte familial. Mais c'est vrai qu'une famille qui aurait, par exemple, papa, maman obèse, les grands-parents obèses, on va faire des dosages bien particuliers sur la leptine. Voilà, enfin, c'est un exemple. Des familles où il y a des cancers du côlon, des cancers du sein, des cancers des ovaires, vous avez le droit aussi à avoir un conseil génétique. Donc, c'est intéressant et ça va vous permettre d'avoir une médecine prédictive, donc, et du coup, de prévention.
Alors parfois aussi, en vous dosant simplement des vitamines, on va se dire, tiens, il se passe quelque chose dans le corps. Donc c'est intéressant. Et c'est pour vous dire que ce n'est pas une vue de l'esprit. Se dire les vitamines, pourquoi il faut avoir des vitamines? Pourquoi dans le PNNS, il faut avoir 5 fruits et légumes par jour? Parce qu'il y a des dosages qui ont été faits qui vous montrent que quand vous avez un certain quota finalement d'antioxydants dans le corps, eh bien votre corps fonctionne mieux. Il y a un métabolisme optimisé qui se fait et ça, c'est important parce que quasiment toutes les vitamines et les antioxydants que vous avez dans votre corps, alors oui, ça booste l'immunité, ça tout le monde le sait, mais ce sont des cofacteurs des réactions biologiques qui se font dans votre organisme. Et quand vous manquez de certaines vitamines et antioxydants, eh bien, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais progressivement, vous allez avoir des dégâts. Alors, ce qui est très connu, par exemple, c'est le scorbut, quand vous aviez plus de vitamine C à une certaine époque. Ça, c'est plutôt nos grands-parents. Mais un autre exemple, c'est la B9, qui est très connue des femmes, puisque quand une femme est enceinte, il lui faut de la B9, sinon, eh bien, l'enfant n'est pas viable parce que sa moelle épinière ne va pas grandir naturellement. Donc, c'est pour vous dire que juste une petite vitamine a un impact terrible sur le corps. La B12, par exemple, on sait qu'elle a un impact sur la plasticité cérébrale et sur le métabolisme de la détoxification. Un corps qui ne se détoxifie pas bien emmagasine ses déchets et va provoquer des inflammations de bas grade et puis va concourir à amener plein de maladies. Voilà. Il y a plein d'examens qu'il faut faire et je vous recommande de voir votre médecin de famille. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont plus de 50 ans là, mais il faut se souvenir que le cancer de la prostate, c'est le premier cancer chez l'homme, donc il faut qu'il voie son urologue. Et puis la femme est un petit peu plus habituée à voir son gynéco, donc il ne faut pas oublier ça. Quand on parlait encore de mémoire tout à l'heure, c'est important aussi de savoir qu'en France, vous avez une consultation de la mémoire. Il faut s'y prendre tôt pour un rendez-vous, mais maintenant, il faut s'y prendre tôt pour avoir des rendez-vous partout. Donc, on va s'y habituer. Et c'est intéressant parce que ce sont des questionnaires internationaux. Et c'est un peu comme quand on coche des cases en fonction des cases qui sont cochées. Et puis, vous avez le droit aussi à avoir l'IRM cérébral. Donc, c'est quand même intéressant. On va pouvoir vous dire, tiens, là, on va aller plus loin. Ou là, c'est normal. Peut-être qu'il va falloir vous remettre à faire fonctionner votre plasticité cérébrale, à pas vous Netflixer tous les soirs et puis se remettre peut-être à faire des jeux ou de société ou à réapprendre une langue ou à lire tout simplement, puisque c'est vrai qu'on ne lit plus. Tout ça, ça va refaire fonctionner les neurones et parfois la mémoire, encore une fois, qui est comme un muscle, il suffit de la relancer. Mais ça vous permet de déterminer si vous êtes plutôt enclin à développer une maladie qui est neurodégénérative. Alors, j'ai relevé toutes ces phrases qu'on peut trouver sur le bien manger. Encore une fois, c'est vrai. C'est un pilier essentiel. C'est 25 à 30% d'une bonne santé. Mais ce serait culpabiliser les gens qui ont des problèmes de santé et qui mangent bien, de se dire que ça se résume qu'à ça. Vous avez malheureusement plein de gens qui mangent bien, qui font du sport, qui dorment bien et qui ont quand même des problèmes de santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand vous mangez bien, quand vous faites du sport et quand vous dormez bien, ce sera toujours 3 piliers essentiels qui font que si vous avez un problème de santé, il va être mieux géré. On sait que les gens, par exemple, qui font du sport, qui mangent bien et qui dorment bien, s'ils ont un traitement, il va être plus actif, il va être plus efficient. Donc, ce n'est jamais trop tard pour bien le comprendre. Ça, on l'avait remarqué. On avait remarqué que les sportifs de haut niveau ou les sportifs de haut niveau sans être en compétition, mais qui étaient à plus de 5 heures de sport par semaine, ont une meilleure immunité. Donc, tombent moins souvent malades. Et quand ils tombent malades, ils récupèrent 2-3 fois plus vite. On sait également que quand vous faites du sport, au-dessus de 5 heures par semaine, vous gagnez quasiment 7 ans d'espérance de vie et vous diminuez, tout cancer confondu, 13% les risques de le développer. Donc c'est énorme.
hein. Donc en fait, quelque part, le sport devient un médicament gratuit pour tout le monde. Alors évidemment, il faut s'acheter des bonnes chaussures de sport, mais c'est quand même quelque chose de possible, hein. J'ai plein de patients qui me disent « je me suis inscrite à la salle de sport ». Et vous y êtes allé combien de fois? 2 fois dans l'année. Bon, gardez votre fric, quoi. Et c'est pareil, vous avez des gens, ils achètent un vélo elliptique et puis ils le regardent. C'est un nouveau design aussi, ça, dans la maison. Non, il faut vraiment comprendre que sans sport, ça n'est pas possible d'être en bonne santé. Et sans avoir à préparer les JO, pensez 10 minutes par jour. Voilà, 10 minutes de sport par jour. On entend beaucoup de choses sur le jeûne. Alors le jeûne, ça peut être intéressant, mais ça ne doit pas être une contrainte. Et on ne fait pas ça parce que son voisin l'a fait, parce que c'est devenu à la mode, etc. Ce qu'on sait, et ce qui est certain, c'est que la restriction calorique, le fait de moins manger, mais moins manger de tout, eh bien, ça va diminuer certaines hormones qui entraînent dans votre corps une production de protéines inflammatoires qui sont des protéines inflammatoires tueuses. C'est-à-dire ce sont des protéines inflammatoires qui vont abîmer tout l'organisme. Donc en effet, on mange trop, mais de savoir que moins manger, ça va améliorer votre santé, c'est aussi un point positif. Alors c'est vrai qu'en histoire de la médecine, on vous dit, voilà, le dîner, c'était un peu les restes du déjeuner. Donc c'est peut-être bien de réfléchir à une version un petit peu anti-gaspillage, parce que c'est d'actualité. C'est bien de se dire, voilà, comme on sait que quand on mange moins le soir, on dort mieux, parce qu'on n'augmente pas sa thermogénèse, hein, sa température corporelle et le travail que l'intestin a à faire, eh bien, ça va aussi améliorer le sommeil, et que si on dort bien, on va perdre du poids, etc., etc. Eh bien, on a peut-être tout intérêt à se remettre un petit peu en question sur le fait d'avoir un très gros dîner, peut-être avoir plutôt un gros déjeuner et avoir un dîner un peu plus frugal. Après les questions ? Dans l'impact du sport, encore une fois, on vous parle de sport aussi par rapport à tout ce qu'on a autour de l'addiction et des dépressions. Alors, vous savez, on a la drogue du joggers, quoi, en fait, hein, ça c'est connu. C'est-à-dire que quand vous faites du running, vous avez beaucoup plus de dopamine, vous avez de l'adrénaline, etc. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous faites du sport, vous avez des protéines antidouleurs qui vont être produites dans tout votre corps. Et en fait, ça c'est intéressant parce que souvent les gens vous disent « Oh, je suis fatiguée, puis j'ai mal partout, donc du coup, je ne suis pas dans une bonne mood pour faire du sport ». Et c'est là où encore, je vous répète, le petit effort qui ne doit pas être une contrainte. L'effort où vous devez comprendre que ça va être que du mieux. C'est-à-dire, plus vous allez faire du sport, plus vous allez avoir des protéines antidouleurs, des protéines naturelles inflammatoires. Et même si vous avez un traitement, bien sûr, allopathique, il va être amélioré par ces protéines inflammatoires antidouleurs. Quand vous avez aussi le sport, vous allez avoir plus d'hormones anabolisantes. Donc tout de suite, on se dit anabolisant, c'est... Faut que j'abrège ? Ouais. Ok, je vais abréger alors. Vous allez avoir plus d'hormones anabolisantes et toutes ces hormones-là, eh bien, encore une fois, vont agir dans la globalité de la jeunesse du corps. Ça, j'en ai parlé. Alors peut-être que je vous ferai parvenir des petites ordonnances clés, des choses sur lesquelles vous pouvez agir facilement via Gracia, peut-être, ça pourrait être sympa. J'ai combien de temps encore ? 5 minutes ? 10 minutes ? 5 ? Ok. Ouais, c'était quasiment fini, de toute façon. Une des plus grosses idées reçues sur le sommeil, c'est de se coucher tôt pour mieux dormir et de faire des siestes. Quand vous dormez mal, on fait ce qu'on appelle un recalage de phase. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez un ressort,
Pour qu'il reprenne sa forme originelle, vous le nettoyez bien sûr, vous appuyez dessus et progressivement il va reprendre sa forme originelle. Donc en fait, les gens nous haïssent au départ parce qu'on leur dit vous allez vous coucher super tard et on va vous donner plein de choses pour tenir, mais vous ne ferez pas de sieste. Éventuellement, pas plus de 5 minutes après votre déjeuner. Mais les gens qui ont des problèmes de sommeil ont du mal à savoir faire une sieste de 5 minutes. Donc surtout pas de sieste, et quand vous dormez mal, surtout pas se coucher tôt. Après ça, vous allez avoir ce recalage de phase qui va vous remettre à niveau, c'est-à-dire que si vous êtes petit dormeur, donc ce sont des gens qui se couchent tard et qui ne sont pas du matin, mais bon, il y a une adaptation sociétale évidemment, parce qu'il faut se lever le matin pour aller travailler, mais ils vont avoir un bon sommeil sur minuit, par exemple, 7 heures du matin. Et les gens qui sont chronotypes grands dormeurs, progressivement, ils vont pouvoir bien dormir en se couchant